Bonsoir, merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Première, notre rendez-vous politique du lundi avec comme invité ce soir Dominique Théophile, sénateur, vice-président du Sénat. Il sera question des sujets liés à l'actualité. Nous l'interrogeons sur le dossier de l'eau. Nous évoquons avec lui le dossier de l'évolution institutionnelle du pays. Nous aborderons également avec lui les élections municipales à venir. Dominique Théophile, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis l'Ancien, je suis Danican. Pour vous interroger également avec moi, Olivier l'Ancien. Bonsoir Olivier. Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, le coup de force des Américains samedi au Venezuela s'est conclu par l'arrestation et l'exculpation de Nicolas Maduro, qui a d'ailleurs été présenté devant les tribunaux de New York avec comme chef d'accusation du narcoterrorisme. Cela suscite quoi comme réaction chez vous? Comme tous les citoyens, je dirais, du monde, parce que c'est le monde qui est informé de cette affaire-là, un peu inquiet pour mon terrain de prédilection, notre terrain de prédilection, à savoir la Caraïbe, puisque vous le savez, toutes ces situations ont un impact sérieux sur notre environnement. Et par conséquent, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, bafoue toutes les règles établies, pas d'autorisation des Nations Unies, bref, de l'ingérence pure et dure. Et donc, au-delà de l'inquiétude, c'est presque la peur pour quelques pays autour, puisque en prenant la main sur le Venezuela, on assèche Cuba. N'oublions pas que le principal fournisseur et l'essentiel fournisseur du carburant, du pétrole en direction de Cuba, c'est le Venezuela. En prenant les commandes du Venezuela, je pense que les États-Unis, en l'occurrence M. Trump, règle définitivement le cas d'un pays qui demande à vivre et à se développer. Et donc pour moi, là, cette étape franchie devrait nous inquiéter. Et puis, il a déjà annoncé, après le Venezuela, il y a des pays qui doivent, la Colombie, qui devrait se tenir au carreau. Concernant l'Europe, en montrant que l'Europe n'est pratiquement rien pour lui, puisqu'il a déjà averti que le Groenland, c'est une affaire pratiquement bouclée. Le Canada également, il vise le Canada. Et par conséquent, le Canada, je pensais qu'il allait, dans son délire, annoncer le Canada, puisqu'il y a 5 heures de route entre les États-Unis et le Canada à peu près. Donc, mais il avait déjà déclaré que le Canada faisait partie de la sphère. Donc, c'est peut-être une folie ou un retour pur et dur de bloc et de la loi du plus fort. Donc, nous, on peut à notre échelle faire des déclarations, puisque nous sommes des politiques, nous sommes des citoyens, nous avons le devoir de le faire, mais nous ne pesons absolument rien sur ces questions-là, mais ça n'empêche pas d'agiter le chiffon et dire que ce n'est pas normal, et c'est ce que moi j'ai fait et d'autres ont fait à notre échelle. Mais c'est une inquiétude, et puis wait and see. Et il avait bien dit Make America Great Again, le retour de l'Amérique, et donc il faut s'attendre au pire. Par conséquent, je ne sais pas qui pourrait l'arrêter, puisque on a une Europe pas assez aboutie. On a pratiquement des alliés objectifs demain. Poutine, ça peut être un allié de ce monsieur. Et par conséquent, le champ est libre. Dominique Théophile, 32 Cubains sont décédés. C'est une annonce du président cubain lors d'une intervention hier à la Havane. Vous dites qu'il a annoncé aussi, Donald Trump, dans son avion, que Cuba allait tomber automatiquement de façon quasi certaine. Vous êtes à l'origine d'une loi qui propose aux médecins cubains de venir en Guadeloupe ou dans les hôpitaux. Donald Trump estime que c'est de la maltraitance aux salariés. C'est pour cette raison que j'ai commencé par citer Cuba, et j'ai cité notre environnement immédiat. Voilà un pays, selon l'OMS, c'est pas, un sénateur qui le dit ou un politique, c'est l'OMS qui le dit, l'Organisation mondiale de la santé. Le système de santé le mieux structuré au monde, c'est Cuba. Cuba a tant à donner. Et Cuba, si ce n'était pas Cuba, il n'existerait plus d'Haïti.
puisque vous savez, 90% des médecins en Haïti, ce sont des Cubains. Et vous connaissez l'état sanitaire en Haïti. Donc imaginez Haïti sans Cuba. Et les Cubains sont très facilement, je vais dire, ce sont des personnes qui parlent la langue très, très vite, 3 mois, et que Cuba, dans la perspective de ce que nous voulons, une Guadeloupe, une Caraïbe un peu plus poussée, c'était une perspective ouverte pour que on a connu la crise Covid, on était obligé d'attendre une réserve nationale qui n'existe plus, qui existe que sur le papier, et c'est Cuba qu'on aurait pu activer à 4 heures de chez nous. Et demain, s'il y a eu de séismes, bref, des catastrophes, à 8 heures de vol entre 4 heures, ça se réglait, je veux dire, en humain. Je crois qu'il a déjà mis un veto presque, puisque avant même cette opération de Trump sur Cuba, je sentais une frilosité de l'État français à faire venir les Cubains, par peur des États-Unis, et c'est l'histoire. Hein. La France n'a rien de problématique avec Cuba, mais par peur des États-Unis, ne veut pas faire des conflits entre les États-Unis. Donc, malheureusement, on devrait s'attendre à une reconfiguration de cette orientation que nous avons prise. Vous êtes sénateur GUSR, vous aspirez à plus de pouvoir au niveau local. Comment comprendre qu'il y a dans cette région des pays indépendants et que samedi, les États-Unis estiment qu'il faut fermer le trafic aérien sur la zone sans demander quoi que ce soit à quiconque? Non, mais si Trump ne demande pas l'autorisation à l'ONU, c'est pas, je vais dire, aux États voisins et aux petites, je vais dire, un point sur la carte, il n'y a aucune demande à faire. Dans le fonctionnement de Trump, il n'y a pas il règne en maître. Et on sait très bien que pour atterrir, c'est vers Porto Rico que le relais est pris pour les questions de sécurité. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a arrêté quelques vols, on a repris, mais il peut menacer. Et il suffit qu'il y ait une menace pour arrêter les vols. Hein, et sans rien, il suffit qu'ils disent attention. Et les vols sont arrêtés. Donc, non, rien n'est impossible à cette échelle-là pour Trump. Il faut peut-être attendre que ces 2 ans et demi arrivent, puisqu'il ne pourra pas de toutes les manières se représenter, puisque la loi est claire, la loi américaine, sauf une modification de la Constitution. C'est ce retour à l'impérialisme qu'on peut craindre, et puis surtout, peut-être le début d'une escalade incontrôlée. C'est le début d'une escalade incontrôlée pour nous. Bon, c'est cette approche que nous avons. Mais je pense qu'il a son plan. On peut dire qu'il est fou, on peut dire toutes sortes de qualificatifs, mais je pense qu'il a son plan et qu'il n'est pas dans une course de moyen long terme. Il est dans une course de vitesse, puisqu'il annonce jour après jour ce qu'il va faire pour que ça soit connu de tous. Et il fait ce qu'il dit. Tout à fait autre chose. Là, une nouvelle fois, le carnaval a été endeuillé. Hier, un jeune homme s'est fait tuer en marge du carnaval, ce qui porte à 2 homicides depuis le début de l'année. Cela pose le problème de l'insécurité, mais c'est pas un phénomène nouveau, ça. Non, c'est pas un phénomène nouveau. Et c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui a démarré quand même vers des années 2015. On était dans le pic. Après, ça s'est tassé, recommencé juste après Covid. Et là, on a égalé ce qui s'était à l'origine passé en 2015. C'est un phénomène multifactoriel, mais qui est identifié aujourd'hui sur son intensité, sur la circulation des armes. Un premier facteur. Encore, c'est un phénomène qui s'est accouplé aujourd'hui, c'est le couple armes-drogue. Le voyage, c'est le même. Le cargaison, c'est le même produit. Et après, vous avez aussi, et ça, ce sont des périphéries autour de cela, tout ce qui se développe sur les réseaux sociaux, les films, tout cela, qui touche les plus faibles le plus souvent. Hein, parmi ça, il y a la drogue qui touche, quel que soit le type, les armes touchent quel que soit le type de société, mais je veux dire, les effets des réseaux sociaux touchent plutôt les plus faibles. Et donc, vous avez une situation où personne n'a un mode opératoire. Les forces, on peut dire que la force publique est là quand même,
peut dire qu'il y a les moyens qui sont donnés, ils font peut-être encore plus. Insuffisant mais selon il professionnels. Il n'y aura jamais un policier derrière chaque individu. Il y a quelques petites propositions à faire, c'est-à-dire à rendre mobiles les forces de l'ordre, à traîner dans la rue, dans les quartiers, beaucoup plus. Pas 2, mais peut-être 3, 4 en même temps. Et puis terminer, concernant le carnaval, je ne conçois pas une annulation du carnaval. Je propose plutôt un carnaval qui commence plus tôt et qui se termine plus tôt, et avec une obligation qu'il n'y ait pas de jeunes de moins de 16 ans au-delà de 22 heures. Et ça règle la question, selon vous, il y a une réunion justement qui s'est tenue à la sous-préfecture où le préfet proposerait justement l'annulation du dimanche prochain. C'est pas la solution que vous connaissez? Non, c'est pas la solution, puisque le carnaval, si on laisse, on annule le carnaval, c'est qu'on a perdu totalement la bataille, hein. Je pense qu'il faut résister, il faut mettre des conditions. Et les conditions, on va dire qu'on va refaire le carnaval exactement comme si rien ne s'était passé. Non, on va partir plus tôt, on va terminer plus tôt, on va mettre un peu plus de services de sécurité mobile, on va faire appel à d'autres forces, et puis on évitera de toucher aux jeunes, parce que parfois les jeunes de moins de 16 ans n'arrivent pas à les canaliser, les jeunes de moins de 16 ans doivent rentrer avant 22 heures à la maison. C'est-à-dire essayer cela en mettant les moyens, et puis voilà. Arrêter le carnaval, ça voudrait dire que la bataille est perdue. Et la bataille, on ne doit pas laisser... finalement, on va vous demander de fermer votre maison en telle ou telle période. Mais non, je pense que... Non, force doit rester quand même à l'autorité. Hein. Mais il faudrait que l'État mette plus de moyens. Il y a des ministres de l'Intérieur qui sont venus ici en Guadeloupe, notamment Bruno Retailleau. Il a annoncé une série de mesures. Où en est ce dossier? Bruno Retailleau est parti. Où sont les radars? Où sont les moyens supplémentaires? Il y a une caserne de gendarmerie qui a annoncé, mais est-ce suffisant? Alors, je ne veux pas lui dire... rentrer, est-ce que peut-être que c'est encore dans les tuyaux, puisque ce n'est pas une, je veux dire, c'est comme le voilier et la moto. Il faut tirer un bord pour le voilier, la moto ça tourne. Donc il y a des projets qui sont de long terme, long moyen terme. Il faut vérifier si je n'ai pas entendu la revendication du corps pour savoir s'il y avait du retard, mais si tel était le cas, notre rôle c'est d'activer et demander des comptes tout de suite. Ah oui, surtout par les temps qui courent. Mais il ne faut pas anticiper sur le corps qui doit s'occuper. Je veux dire, les professionnels qui sont autour, dès lors qu'ils vont nous réactiver sur le sujet, on le fera. On vous a entendu au Sénat, au Palais du Luxembourg, des fois frapper du poing sur la table parce que le gouvernement, ce n'est pas l'outre-mer et la Guadeloupe, ce n'est pas la préoccupation majeure, principale, immédiate du gouvernement. Alors je le dis clairement, moi, honneur et respect, vous me connaissez, hein, honneur et respect, je fais mon job, je suis dans un parti politique qui s'appelle Guadeloupe Unie, mon terrain de chasse et d'origine religieux, c'est en Guadeloupe. Ça me permet, je suis sénateur, quand je vais voir, c'est pas l'opposition que je vais voir pour demander quelque chose, je vais voir là où ça se passe. D'accord, donc j'ai des contacts, mais c'est pas parce que je vais revendiquer là où ça se passe que je ne vais pas dire ce qui se passe. Et je trouve, et d'ailleurs, j'étais pas du tout content quand moi j'ai entendu le président de la République féliciter, et il s'est repris. Je ne sais pas s'il a entendu quelques bruits autour de ça. Il s'est repris aujourd'hui en disant qu'il condamnait la méthode. D'ailleurs, c'était la première chose à condamner, c'était la méthode. Et dire, même si chacun peut avoir son idée sur le fonctionnement de l'État. Mais la méthode, une fois que la méthode n'a pas été respectée, les choses n'ont pas été respectées. Donc, et puis parce que nous sommes dans la Caraïbe, c'est pour ça que je dis cela. Ce qui s'est passé, c'est une chose qui a transpiré sur les Antilles. Pourquoi je dis ça? Quand vous touchez à c'est peut-être peanut, comme on dit vulgairement, mais quand vous touchez au Venezuela, mais il y a une île de 250 km qui appartient, l'île Laves, qui appartient au Venezuela. Quand les États-Unis vont prendre les commandes, eh bien là aussi, ils ne seront pas loin. Je veux dire, frontière commune avec la Guadeloupe. Bien sûr. Et quand on parle du bassin caribéen, alors que tout notre discours, quel que soit le sénateur, quel que soit son bord, le député, quel que soit son bord antillais ou guyanais, on parle de travailler dans notre bassin, ouvrir la Guadeloupe vers la Caraïbe. Et quand il se passe quelque chose, vous ne savez pas, demain,
Le président des États-Unis peut dire, puisque la Caraïbe, puisque la Caraïbe est tout près, les Antilles, terre d'Amérique, trouver un argument pour dire que bon, la vie est chère dans ces pays-là, nous allons rendre la vie moins chère, et que la France ne s'occupe pas de ses enfants, et bien nous prenons ça, c'est comme ça que ça peut se faire. Hein. Et donc, vous devez avoir un discours qui soit conquérant face à ce genre d'actes-là, même si vous n'avez pas les moyens, puisque la France n'a pas les moyens d'empêcher à M. Trump de faire ce qu'il souhaite, mais au moins avoir un discours de dirigeant. Et lorsqu'on est vice-président du Sénat, on est plus influent ou pas? On est... Bon, pour être très clair, je viens de quitter il n'y a pas longtemps mon poste de vice-président parce qu'on avait... on reste vice-président. C'est étonnant. On reste vice-président toute sa mandature et à vie. Mais on a les avantages que nous avons dans ce qu'on appelle avantages sur la visibilité ou l'action. Déjà, vous présidez le Sénat. Vous avez en face de vous les ministres. Et vous savez que tous les ministres ne sont pas connus. Il y a les secrétaires d'État qui sont inconnus. Si je vous demande le secrétaire d'État, tel ou tel, vous ne connaissez pas alors que vous êtes bien journaliste, même moi, je ne peux pas vous dire. Donc, il y a une série. Et quand vous avez une visibilité factuelle et vous donnez la parole, le ministre souvent a besoin d'une fenêtre pour pouvoir parler, puisque c'est enregistré, c'est repris dans toute la presse, et qu'il n'a pas droit à la parole au moment où il veut faire une réplique. Un sénateur qui tape sur le ministre, et le ministre veut faire une réplique. Et puis, il vous fait un petit clin d'œil pour justement trouver les moyens pour qu'il parle. Là, vous avez ce pouvoir-là. Oui, vous avez ce pouvoir-là, puisque vous présidez. Et c'est vous qui arrêtez la séance, c'est vous qui vous présidez, et vous arrêtez les décibels. S'il y en a trop de décibels, vous êtes maître de la séance. Vous pouvez mettre un terme si vous avez besoin de respirer un peu. Vous pouvez mettre un terme 5 minutes. Vous êtes maître de la séance et vous donnez la parole à celui qui, en respectant bien sûr un règlement intérieur qui est de 2 minutes pour la réplique et tout. Mais un ministre, vous pouvez lui donner une réplique s'il veut, en fonction. Mais si vous avez un contentieux avec ce ministre, vous lui dites, par exemple, au perchoir, que monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, vous avez déjà fait votre intervention. Bref, c'est une visibilité. Et puis voilà, vous participez aussi à l'organisation de la maison. Vous participez à la feuille de route des textes qui seront examinés au cours de la séance et vous mettez en priorité les textes qui sont, je veux dire, plus à même d'intéresser les citoyens, le grand public. Venons-en au dossier Steve Rouillard, du nom de ce Guadeloupéen qui a été libéré. Il était emprisonné au Togo. Les parlementaires guadeloupéens sont montés au créneau, ont œuvré. On vous a reproché de ne pas, tous les parlementaires, de ne pas avoir vraiment œuvré. Vous avez sorti un communiqué vous félicitant de cette libération de Steve Rouillard. Est-ce que cette libération, c'était le fruit de négociations, de discussions avec la diplomatie togolaise? Je ne vais pas trop m'étendre sur cette situation parce que j'avais promis déjà à l'ambassadeur de ne pas communiquer ce que j'ai fait, j'ai respecté. J'avais promis aussi au père d'en parler trop. J'ai eu une discussion un peu dure, mais amicalement, avec mon ami Max Mathiazin sur le sujet à une époque, une période où il voulait faire des communiqués et tout ça. Quand il se passe ces choses-là, c'est la diplomatie totale. On peut, je veux dire, aller à contre-courant, ou en tout cas, on peut modifier une décision en fonction de l'orientation. Cette affaire-là, c'était une affaire éminemment à traiter à la diplomatie par les règles. Première chose, rencontrer l'ambassadeur du pays, puisque Steve Rouillard n'était pas un otage. D'accord, ok. Bon, ce qui a été fait était très bien, parce que ça a donné du son, ça a donné du tambour au truc, ça a joué. Mais la décision finale, c'était ni X ni Y à notre échelle. On peut jouer des facilitateurs. Ça se décide, c'est ce qu'on appelle, c'est une grâce présidentielle.
Et c'est ce qui s'est passé, parce que l'ambassade, quand je l'ai rencontré, l'ambassadeur, il m'a dit, monsieur le sénateur, vice-président, ici, enfin chez nous, au Togo, c'est comme la France. Séparation du pouvoir entre la justice et le pouvoir politique. Ça marche, nous sommes un pays démocratique. Et monsieur relève de cela, la seule chose que le président du Togo pourrait faire, c'est une grâce. Mais si tout part en vrille, il va diminuer cette possibilité. Et c'est comme ça que j'avais demandé à ce que les choses aillent dans la diplomatie. Après, nous avons rencontré les parlementaires, pour certains par visio. On a rencontré le Quai d'Orsay. J'étais obligé de dire la démarche que j'avais déjà entreprise. J'avais rencontré l'ambassadeur du Togo à Gazi, et qui avait reproché un certain nombre de choses, mais qui avait très bien compris et qui avait apprécié le cabinet du ministre m'avait signalé qu'ils étaient informés de cette rencontre-là. J'étais fort étonné. Et donc, tout le monde était d'accord et qu'on saluait quand même ce que les parlementaires avaient fait comme communiqué et tout. Mais je pense que la décision a été une décision du président du Togo et pas plus. Dominique Théophile, dans cette émission, il y a un invité controverse. Après le jingle, on vous le présente. Et face à vous, il y a Mehdi Keïta, conseiller municipal à Pointe-à-Pitre. Vous avez 15 minutes, monsieur Keïta, pour interroger l'invité. Merci, monsieur Lanican. Bonsoir, monsieur le sénateur. Merci, monsieur l'ancien. Alors, bonsoir, Keïta. J'aurai à peu près 4 questions à vous poser, mais il y en aura à peu près 2 sur l'eau, oui, pour qu'on l'aborde dessus. Vous avez été l'initiative de la loi de 2021 qui a créé le syndicat, qu'on appelle le SMGAG. On sait qu'il est enquisté dans des problèmes d'endettement, ankylosé dans les problèmes de fonctionnement. On sait qu'ils veulent mettre en place aujourd'hui une régie qui vont mettre 1 an pour le faire, alors qu'on sait que les Guadeloupéens ont une vraie nécessité et que même dans cette régie que l'on veut mettre en place, on ne sait pas comment on va transférer le personnel, on ne sait pas comment il va être financé, puisque c'est le SMGAG qui doit le financer, et on sait bien que le SMGAG a une dette de plus de 100 millions d'euros. Donc la question que je viens de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps, pour vous en tant que sénateur, de mettre en place une commission d'enquête pour comprendre, parce que c'est le fonctionnement d'un service public aujourd'hui qui est défaillant, pour pouvoir, non pas pour chercher des responsabilités, même s'il faut le faire pour pouvoir avancer, mais pour faire ce que la loi demande souvent aujourd'hui, qu'on demande à la loi aujourd'hui, c'est faire cette évolution de la loi pour voir comment on peut l'améliorer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire ça aujourd'hui ? C'est ma première question. Ce sera ma première réponse. Très bien d'aborder le sujet, puisque je vous dis, et je parle à la Guadeloupe tout entière, je le sais, la création d'Haute-Guadeloupe, d'ailleurs c'était ce nom-là que j'avais comme nom fétiche, Haute-Guadeloupe, comme EDS, ce serait EDE. C'était une revendication, parmi les premières revendications profondes de 2009. Une structure unique et un prix unique de l'eau. Rappelez-vous bien, c'était dans la revendication. Structure unique, prix unique. Donc, c'est venu de la revendication du peuple guadeloupéen, structure unique, parce qu'il y avait 12 structures. Un jour, on aura l'occasion de discuter des heures et des heures sur l'histoire, parce que je connais un petit peu. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Et ça m'a causé quelques, je vais dire, sur la loi, les gens n'ont pas compris, mais la structure qui a été créée, c'est pas une loi. Il fallait une loi pour créer ce genre de structure. Vous voyez un petit peu la différence. Fait qu'on pouvait pas créer cette structure-là comme cela, région, département. La chance pour cette structure, c'est que vous avez un financement supplémentaire. L'eau est éminemment communale. Jusqu'à maintenant. Parce que quand l'État a mis en place les communautés d'agglo, on n'a pas posé la question aux élus. On a transféré l'eau aux communautés d'agglo. Okay. Oui, ok, d'accord. Okay. Mais la communauté d'agglo n'est pas une collectivité. Ça
relève toujours de la commune. D'accord. Donc, quand on a fait ça, il y a la réponse à la revendication. Première étape, structure unique. La loi a été votée avec des partenaires supplémentaires, puisque les communes n'avaient pas de partenaires supplémentaires. C'est la commune ou syndicat. Et ce syndicat, c'est la commune. Région, département. C'est une aubaine. L'État n'est pas dans la loi. Non, l'État n'est... Non, parce que... Non, avant de... Mais si on ne dit pas ça, on ne peut pas répondre à votre question. L'État... Non, mais il y a des choses qui sont dites. Et trop de choses sont dites et ça nuit la discussion. L'État n'est pas dans la loi. On est d'accord. L'État dit, si tout est en place, je mettrai. Et on a fabulé sur des sommes que l'État devrait mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que le département et la région mettent 50%. Non, mais de financement. Monsieur le sénateur. Alors, sur ça et directement sur la... La question, c'est la commission d'enquête. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une régie, J'y viens. Mais c'est pour cette raison, il faut un déclencheur pour une commission d'enquête. Je suis en train de construire l'argumentation du déclencheur. Pourquoi ? Donc, ça n'a pas été fait. La la mise en place de la structure n'a pas été bien ordonnancée. On pense à mettre une régie plus de 1 an et demi, 2 ans. 4 ans. 4 ans. Alors, 4 ans les années passent. Les années passent. Alors que dans les statuts, à l'article 7, on doit le faire. Il est prévu de créer une régie. Donc, je vais, oui, et ça me trotte depuis longtemps, puisque vous êtes une voix publique, vous me rappelez ça, je vais encore accélérer, soit une commission d'information, une commission d'enquête, sur le fonctionnement du SMGEA pour comprendre comment les choses n'ont pas évolué aussi rapidement qu'il le fallait, et quels sont les dysfonctionnements. On va pouvoir le faire. Tant mieux. Alors justement, ça a fait l'introduction de la deuxième question que je vous posais, mais c'est plus un débat dans lequel on est. On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique. Moi, je suis conseiller municipal, mais on le sait, sur le problème du dispositif de gestion des bornes d'incendie. On sait ce qui s'est passé à la fin du mois de novembre, décembre, avec l'incendie à Saint-François. Il n'y avait pas d'eau dedans. Et vous savez, l'embroglio qui est aujourd'hui, pour les spectateurs qui le sachent, concrètement parlant, on ne sait pas si c'est l'SMGEAG qui gère ou si c'est les agglomérations, puisque c'est un transfert dans un truc. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre dans la loi, maintenant, que cette régie qui va être créée puisse avoir la gestion des bornes d'incendie, pour ne pas qu'on tombe dans ce qui s'est passé à Saint-François, où on ne sait pas pourquoi il n'y a pas d'eau, et on ne sait pas qui est qui. Et qui fait qu'on est dans quelque chose d'absurde aujourd'hui, où le SMGEAG fait des conventions avec le SDIS pour dire qu'il n'est pas compétent sur quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est temps de dire que ce n'est pas les communes, mais c'est la gestion de l'eau, des bornes d'incendie, c'est l'eau qui va le faire. C'est la nouvelle régie qui va le faire. Bien sûr, puisque vous savez que les communes devaient transférer cette affaire-là aux communautés d'agglo. Qui n'ont pas fait. D'accord. Et les communautés d'agglo transférer cela au SMGEA. Mais comme la dernière loi supplante ces autorisations, on ne va pas refaire le circuit, de facto, le SMGEA a compétence sur les points d'eau. Pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit pour la régie. Le SMGEA a compétence. Il faut utiliser l'opportunité de la création de la régie pour soit faire un additif au texte de loi. Ah, bon. D'accord. Ce qui est, mais bien sûr. Donc, vous pourrez le faire alors. Bien sûr. Il faut. Bien sûr. Parce que là, c'est urgent. Il faut faire un additif, soit par la loi ou par un décret. On va voir quel véhicule législatif qui pourrait être beaucoup plus rapide pour que la responsabilité soit identifiée. Parce que on ne peut pas parler de sécurité si les bornes d'incendie ne sont pas à H24 surveillées et aller plus loin sur la télédétection, la télésurveillance. Je sais que vous connaissez bien le truc. Alors, comme c'est vrai que le temps passe, j'essaie de devoir discuter avec vous. Monsieur Danican a dit que j'étais conseiller municipal, mais au-delà de ça, je dirige un parti politique qui a toujours voulu une évolution. Le Parti socialiste guadeloupéen, qui a toujours voulu une évolution et des compétences supplémentaires. Et donc, sur l'évolution, je sais que votre parti politique, vous êtes un cadre dirigeant, veut l'article 74, que le président du Congrès, enfin l'ancien président du Congrès, qui est président du GUSR aussi, avait pris le cabinet Lefebvre pour pouvoir faire une estimation, une évaluation des financements de cette future collectivité, qui est à près de 1 milliard et demi à peu près, qui était définie, selon
des formules de recettes, soit par la TVA, soit par l'octroi de mer. La Et TVA concrètement locale. parlant aujourd'hui, moi ça me pose un problème aujourd'hui parce que les calculs sont erronés. Parce que si on donne l'octroi de mer à la future collectivité, ça veut donc dire que cet octroi de mer ne pourra pas aller vers les communes. Parce qu'on a la collectivité. Donc, quid des communes aujourd'hui? Ça m'intéresse, puisque ça fait partie d'une grande partie des communes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de reprendre le chemin d'un travail qu'on pourrait faire pour pouvoir remettre l'œuvre sur le tapis? Parce qu'aujourd'hui, soit on supprime les communes qui restent dans le droit commun, soit alors, il faut qu'on trouve une solution pour que le financement d'une collectivité qu'on mettrait en place ait un financement qui soit pérenne. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Guadeloupéens d'avoir des compétences supplémentaires au détriment de leur bien-être. Donc, comment on peut faire aujourd'hui pour cela? Alors, je vais reprendre sur l'explication que vous avez donnée sur le travail du cabinet Lefebvre et les 1 milliard qu'on annonce. Pour bien vous expliquer. Nous sommes partis sur l'idée de ce qu'on appelle la politique transversale de l'État. Ce que l'État donne, ce qui arrive de l'État en Guadeloupe, singulièrement. La politique transversale, c'est pour les territoires. À comparer avec les besoins en fonction des compétences, que nous avons demandées. Le GAB était de 1 milliard. C'est presque pas grand-chose à l'échelle de ce que nous avons besoin. Arrive en Guadeloupe 3 milliards 400 000 euros de l'État. En Guadeloupe, quand on évalue la politique transversale de l'État. OK? Et sur ces 3 milliards 4, les territoires, en tout cas la Guadeloupe, n'a pas voix au chapitre. Nous ne discutons pas, nous ne savons pas, nous n'avons pas la main. Nous avons la main que sur le budget des Outre-mer, qui est un autre budget, et qui mesure 3 milliards pour tout l'Outre-mer, 450 millions à peu près pour nous. Donc on n'est pas dans la même échelle. Donc il fallait attaquer ça par le bon bout. Ce que nous avons fait, c'est un travail conséquent. Et les prérogatives qui sont demandées, les compétences qui sont demandées, nous classent sur un numéro, et d'ailleurs nous n'aimons pas cette histoire d'article 74, 73, cette appellation, et d'ailleurs le président de la République l'a reconnu, et il a fait une boutade en disant, même si vous voulez le 486, je peux vous donner le 86, pour dire que vous dites ce que vous voulez, ce qui est dans votre capacité, ce que vous souhaitez, votre projet, et votre projet va aboutir à tel ou tel numéro. C'est pas le numéro qu'il faut mettre en avant, c'est vos besoins. C'est ce que nous avons fait. Oui, mais le problème, c'est que sous les 1 milliard là-dedans, qui sont demandés, puisque c'est les compétences qui sont demandées, on évalue à 1 milliard, le cabinet Lefebvre propose 300 millions globalement sur la TVA qui est transférée, dont on sait aujourd'hui que 74% de cette TVA est transférée déjà à la région. Donc le chiffre est erroné. Non, mais si vous mettez une TVA locale... Non, je ne parlais pas de TVA locale, je parle de la TVA nationale qui est transférée, une partie de la TVA nationale déjà qui est prélevée en Guadeloupe et transférée à la région. Donc aujourd'hui, le calcul qui est fait par le cabinet Lefebvre n'est pas bon, il est erroné. Comme dans le 1 milliard, il met la TVA, alors qu'une partie de cette TVA est déjà transférée à la région. Donc on ne peut pas calculer dessus. Comme l'octroi de mer. Ils mettent l'octroi de mer alors que le cabinet Lefebvre ne prend pas en compte le fait que cet octroi de mer est déjà transféré pour une partie aux communes. Donc comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas, moi je vous propose, qu'on remette le travail pour savoir quelles compétences on veut, mais au-delà des compétences qu'on veut prendre... Le travail, Mehdi Keïta, le travail, on est dans la technique, vraiment, on est en train de faire une discussion très technique. Oui, parce que c'est les compétences que l'on veut. Ce travail-là n'est pas arrêté. Ce travail-là est présenté sur quelle est notre ambition sur le sujet. Mais le travail technique ne peut pas s'arrêter, ne peut pas être figé. Ce travail-là, justement, je t'invite, puisque je trouve très, très, très sérieux ces arguments-là, je t'invite à participer justement à l'élaboration de la charpente financière, parce que ce travail-là n'est pas arrêté. Le travail qui est arrêté, c'est sur les principes, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui sur un calendrier où nous disons demain on va interroger le peuple sur ça. Nous avons abouti sur les principes. Et après, on va travailler la technique. C'est ce que l'entreprise, en tout cas le cabinet Lefebvre a fait, mais je dirais en masse. Mais il faut continuer à le travailler vraiment plus finement pour que nous ayons des chiffres
à annoncer au niveau du Mais les chiffres et les gouvernement. compétences. Encore 2 Bien minutes. sûr. Non, mais d'accord. je suis tout à fait en phase avec la réflexion qui consiste à dire qu'il faut affiner et qu'il ne faut pas arrêter les chiffres. C'est ce que nous n'avons pas fait. Vous avez la possibilité de poser encore une question. Alors, une question, c'est un débat. réponse. Tout à l'heure, vous avez abordé le problème de la sécurité avec le mort qui s'est passé à Pointe-à-Pitre, je suis conseiller municipal de Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, parce que vous êtes sénateur, donc vous êtes en charge des collectivités territoriales, qu'il ne faut pas aujourd'hui faire un état d'urgence en Guadeloupe en termes de sécurité et de se dire aujourd'hui qu'on ne peut pas tous les week-ends avoir un mort et de se dire à un moment donné que peut-être que la Guadeloupe doit avoir plus de police, plus de sécurité, plus en tout cas, qu'il y ait un vrai état d'urgence qui soit mis en place ici, parce que c'est plus possible. On se sent en véritable insécurité. Est-ce que vous ne pensez pas? Parce que je vous ai écouté tout à l'heure et globalement, vous admettiez la situation. Mais je pense que, comme nous tous, on s'en choque. Concrètement parlant aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas, en tant que sénateur, qu'il ne faut pas créer un état d'urgence ici? Pour la lutte contre les armes, hein, vraiment. Hein. Et je pèse le mot, le terme. Sur le sujet de la sécurité, nous sommes tous, que ce soit députés ou sénateurs, il n'y a pas 2 mois pour les 7 parlementaires qui n'ait pas une intervention sur la problématique de sécurité en Guadeloupe. On a vu l'arrivée et ça c'est tout azimut, qu'il soit ministre de la Justice ou de l'Intérieur, puisque ça combine, l'arrivée de Darmanin. On a vu avant Darmanin le ministre de l'Intérieur, on s'en occupe. Et ce qui est plus souvent navrant, c'est que ils sont conscients de la situation. Une fois arrivé à Paris, quand on met des chiffres derrière, on met les moyens à donner. Eh bien, c'est pas. Vous comprenez bien que c'est pas tolérable pour les gens. Ce que nous en avons discuté il n'y a pas longtemps entre parlementaires, sénateurs des territoires d'outre-mer là-dessus, notamment parce qu'il y a une vague aussi de cette même situation sur la Guyane, sur la Réunion aujourd'hui. Il faut un traitement de choc. Et là aussi. Au plaisir pour vous, j'abonde dans ce sens-là. Tant mieux. Moi, en tout cas, il faut bouger. Et on ne met pas le couvert, puisque je pense que chaque fois, il faut remettre l'ouvrage sur le métier s'agissant de la sécurité. Vous êtes d'accord moi, sur cette question-là. Merci, Mehdi Keita, le temps de parti est arrivé. Je vous laisse aller rejoindre les coulisses. Merci à vous. Justement, sur cette question de l'évolution institutionnelle, voie statutaire, Dominique Théophile, est-ce que cette cacophonie de la classe politique locale en Guadeloupe ne désespère pas le Guadeloupéen, l'électeur sur cette question-là en tout cas? Je vais dire. Vous savez, personnellement, à titre personnel, j'ai suivi cette affaire-là depuis 2001. J'ai eu la chance d'être élu conseiller départemental et vice-président du temps de Jacques Gillot, et j'ai assisté au premier congrès et tous les congrès. Et ce qui est plus navrant parfois, c'est quand je relis le congrès de 2002, le congrès de 2004, le congrès des congrès, et je me dis, même si les choses ont évolué dans les mentalités beaucoup plus vite que les constats des politiques, je veux dire, parce que je vois les mêmes écrits, on revient à la même chose. Certains qui ont milité pour le non constatent aujourd'hui, ça c'est un grand pas, constatent qu'il faut une évolution. Nous sommes tous d'accord dans la classe politique aujourd'hui qu'il faut quelque chose. Il faut... là où les divergences peuvent être mises en avant indépendamment de la petite... Il faut réserver une petite partie pour la politique politicienne et à l'approche des élections. On ne peut pas empêcher ça. Mais quant au fond, on a sur l'orientation, on sait qu'il faut une évolution. Après... Il y a dans tout cela des problèmes d'ego, et puis ça devient un peu perturbant. Mais quand on interroge, est-ce qu'on prend les choses à l'envers en disant, est-ce que ce ne serait pas souhaitable que nous ayons les commandes sur ça? 80% de la population, si on individuellement, ces personnes-là répondent oui. Mais quand on reformule la chose dans une évolution institutionnelle où on va constituer encore plus pour l'annoncer, vous avez des divergences et parfois ça nous fait perdre du temps. Dominique Théophile, on le voit, il y a des postes politiciens, il y a la gestion de précarité. Est-ce que, honnêtement, on n'est pas suffisamment encore mieux pour aller plus loin? Je dis nous,
nos élus, quand on regarde leur fonctionnement? C'est Est-ce qu'on est suffisamment mûr pour franchir le cas? Parce que pour qu'on puisse, le peuple puisse suivre, il faut déjà qu'il ait confiance dans ses dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'on montre, on a le sens du pays, on montre cette situation-là, on montre ça. Monsieur Danican, je n'épouse pas du tout le mot est-ce qu'on est mûr. C'est vraiment faire c'est pas faire injure. Presque injure à la classe politique. Alors, comment vous l'expliquez? Dois-je vous dire quelque chose? On est en train de jouer, le niveau politique en Guadeloupe et dans nos territoires d'outre-mer est parfois que je trouve plus élevé que le niveau politique national quand j'entends les discours. Nous avons des discours politiques, nous avons des choses. Mais c'est affligeant alors. Il s'agit après comment présenter les choses et quelle confiance, puisque c'est ça. Sur le contenu, sur le fond, je pense qu'on est de très bon niveau dans la discussion. Après, il y a des événements dans le pays qui n'ont pas facilité cette crédibilité à la classe politique. Et on traîne ça. Parce que il suffit de dire. C'est pas la question de maturité, c'est la crédibilité qu'il faut soigner. C'est ça. Il y a une forme de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'on va vous mettre tout de suite, mais vous voulez plus de. On va mélanger les choses. Et par inconsciemment, on va vous dire, mais vous voulez plus de pouvoir, mais vous n'avez pas réglé tel ou tel problème. On appuie là où ça fait mal. Mais c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Il y a des difficultés, pas des difficultés liées à la chose elle-même, mais au fonctionnement, au mode opératoire. Est-ce que aujourd'hui vous êtes satisfait de vos autorisations quand vous allez faire une construction et tout ça? On va vous dire non, c'est parce que la DEAL et tout ça. C'est le peuple qui remonte sa revendication. Et nous, on formule la revendication, mais parfois quand on met, on construit le modèle. Mais c'est à ce moment-là, on nous renvoie, mais vous n'avez pas réglé ça, pourquoi vous voulez plus? Mais si on prend une à une les demandes que nous faisons pour améliorer et fluidifier le système, eh bien, 100% des Guadeloupéens vont dire, mais oui, il faut modifier ça, mais oui, il faut modifier ça. Et quand on présente ça au peuple comme étant une évolution additionnelle, c'est ce qui fait peur. Et c'est là, le vocabulaire. C'est le vocabulaire aussi qui fait parfois, il faut le dire. Dominique Théophile. Et comment et parfois, il y a une petite voix qui sort. La personne dit, bon, puisque tout le monde est d'accord, je mets une petite voix discordante. Et puis ça peut... ça part. Tout capoter. Voilà, Dominique, nous recevons dans Politique Première Dominique Théophile, sénateur de la Guadeloupe. Et dans cette émission, Dominique Théophile, il y a des questions citoyennes. La première après le jingle. Et la première question, Dominique Théophile, c'est sur justement cette évolution institutionnelle ou statutaire, cet auditeur téléspectateur qui se pose la question de la fusion des assemblées. Écoutez. Bonsoir, monsieur Théophile. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la fusion entre la région et le département. J'aurais aimé que vous dites à la population ce qu'il en est en fin de compte. Une réponse. En fait, l'évolution institutionnelle qui a été arrêtée par les Guadeloupéens, première étape, fusion du département et de la région, pour éviter ce qu'on avait déjà dit, les doublons, puisque la région fait du sport, le département fait du sport, la région fait du développement économique, le département fait aussi du développement économique. Il y a une forme de cacophonie et qui, parfois, fait perdre du temps sur les projets. Et c'est une mutualisation pour donner une lisibilité aux politiques publiques. Et quand il y a une décision de l'Assemblée, comme dans tous les pays en fait. C'est pas une formule que nous allons expérimenter, c'est une formule qui existe déjà. Qui a été nouvellement actée par la Martinique, mais qui existe déjà. À Mayotte, par exemple, ils viennent de faire... ils ont toujours une collectivité. C'était département, c'est passé à région. Il y en a beaucoup d'endroits. En Polynésie, c'est aussi pareil. Après, il s'agit... C'est pas une course de vitesse sur cette question-là, puisque c'est pour cette raison qu'il faut l'aborder très en amont et il faut donner du temps au temps. C'est ce qui a été donné depuis 2003.
mais ça a débuté depuis 1982 avec François Mitterrand. L'autre question concerne une question qui titille les Guadeloupéens, c'est l'eau et l'avenir du SMGEAG. Je m'adresse à M. Dominique Théophile et en fait on voulait savoir ce qu'il en était des problématiques de l'eau. Donc vous avez été à l'initiative de l'SMGEAG. L'SMGEAG et pour le coup, qu'en est-il? Quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui? Quels sont vos objectifs pour 2026 pour que ces problématiques de l'eau soient résolues au plus tôt pour les populations qui sont les plus concernées en fait? Une réponse rapide. On vient de l'évoquer tout à l'heure, et avec Mehdi Keïta, le collègue du conseil municipal, il y a lieu aujourd'hui de faire un état des lieux, donc probablement une commission d'information, une commission d'enquête sur cela. Ce n'est pas la structure qui pose problème, c'est sa gestion aujourd'hui. Si vous avez un véhicule électrique, vous n'allez pas vous rendre près d'une station qui vend de l'essence, hein. Vous allez vous mettre sur une borne. Donc voilà. Donc c'est pas la structure qui pose problème, c'est comment gérer la structure, parce qu'il y a manifestement des choses qui n'ont pas été à l'endroit, qu'il faut remettre à l'endroit, quoi. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci encore une fois, Dominique Théophile, d'avoir répondu à notre invitation. Politique Première revient la semaine prochaine, lundi prochain, avec un nouvel invité. Excellente soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée.